Connaissez-vous le transhumanisme cérébral? Cette technologie n'en est peut-être qu'à ses prémices, et pourtant son avènement n'est qu'une question d'années. Il s'agit d'une puce implantée dans le cerveau, permettant d'augmenter nos capacités ou de nous connecter à différents équipements. Avec la montée en puissance des métaverses, grâce ou à cause de cette puce, il y a fort à parier que des gens vivront une partie de leur vie en gardant les yeux fermés. Mais quels en seraient les risques? Dans quelques années, un groupe de militaires expérimentera les premiers entraînements virtuels au moyen de cette amélioration de leur cerveau. Un entraînement qui repoussera leurs limites bien au-delà de l'extrême. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 3. Alors pour cet épisode, je vous invite à mettre votre casque ou vos écouteurs, puisque j'ai fait quelques petites choses du côté du son spatial. Bonne écoute! Messieurs, couchez-vous! Féridar par radio à ses collègues. Suite à quoi, on put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ses balles faisait mouche. Quelques instants plus tôt, ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'ils puissent prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Aussitôt installé, il tira méthodiquement sur chacun de leurs ennemis, tandis que ceux-ci s'apprêtaient à prendre en tenaille le petit groupe de militaires. Ils s'étaient réfugiés derrière un hangar situé à proximité de la taverne pour pouvoir affronter leurs assaillants. Tout était allé très vite et ne dura pas plus de quelques minutes. Un peu plus tôt encore, ils étaient pourtant tous assis tranquillement à l'une des tables de la taverne. Tandis que le petit groupe de militaires discutait alors des modalités de leur mission, une serveuse de la taverne vint leur demander s'ils voulaient boire quelque chose. Chacun se souvenait de l'épisode du bûcheron. C'est donc sans un mot et par un simple geste de la main que les soldats y conduisirent la serveuse. Alors que le lieutenant Ramirez eut compris qu'ils étaient coincés dans la simulation, il y eut un long moment de silence parmi les membres de la compagnie du sang bleu. En effet, au sein de la caserne où ils résidaient, chaque lieutenant disposait d'une relative autonomie quant à l'organisation de l'entraînement de sa compagnie. Il pouvait donc se passer de nombreuses heures avant que quelqu'un ne se rende compte que la simulation durait un peu trop longtemps. Les soldats virtuellement morts s'étaient normalement réveillés et avaient probablement regagné leur quartier en attendant les ordres de Ramirez. Ils n'avaient donc aucune raison de s'inquiéter. L'équipe, encore dans la partie, quant à elle, était inquiète. Le temps virtuel généré en simulation pouvait s'écouler jusqu'à 72 fois plus vite que dans le monde réel. Une énième histoire d'économie, car pour 8 jours d'entraînement virtuel, les soldats n'étaient payés que pour les 2 heures réelles écoulées. Mais 2 heures, c'était aussi la durée maximum recommandée d'une simulation afin d'éviter les dommages cérébraux. Si une telle limite devait être atteinte, l'intelligence artificielle avait pour ordre d'avertir les participants, qui demandaient alors leur extraction. Or, la dite intelligence n'ayant pas donné suite à leur demande d'extraction prématurée, il n'y avait aucune raison que cela fonctionne par la suite. « Mon lieutenant, on attend vos ordres », dit Durand tout en éconduisant une énième fois la serveuse d'un geste de la main. « Eh bien messieurs, » répondit Ramirez en soupirant, « je crois bien que nous n'avons pas le choix. Nous devons parvenir au bout de cette simulation. On va pas se mentir, il y a plus de risques que nous soyons déconnectés par mort virtuelle. » Ramirez avait pourtant bien envisagé cette issue. Après tout, causer leur propre mort virtuelle aurait été un raccourci. Mais pour lui, cela aurait aussi été un premier pas vers l'accomplissement de cet acte dans le monde réel. Par ailleurs, il ne voulait pas imposer cette solution à ses subordonnés, au risque de laisser à chacun le souvenir traumatisant du suicide. « Mon lieutenant, permission de faire une proposition !» s'exclama Marchaud sur un ton plus sérieux qu'à l'accoutumée. « Accordé !»
dit Ramirez tout en rembarrant à nouveau la serveuse de la main, tandis qu'elle persistait à vouloir servir les militaires. Le premier qui passe l'arme à gauche va prévenir les huiles que la simulation est totalement chiée. Comme ça, ils pourront ordonner notre extraction depuis l'extérieur. Très bonne idée, Marchaud, fit Ramirez. Ben tu vois quand tu veux. Lui dit Ridard sur un ton moqueur. Que t'arrives à pas être que con. Oh, ta gueule, Ridard. Lui répliqua Marchaud. On décolle quand, mon lieutenant? Reprit Ridard. Maintenant, nous n'avons que trop traîné ici. La serveuse revint à la charge pour demander aux soldats s'ils voulaient boire quelque chose avant de partir. C'est la maison qui offrait. L'un des soldats, plutôt qu'un geste de la main, lui répondit verbalement par la négative. Il n'en fallut pas plus pour que la situation dégénère. La serveuse lâcha son plateau qui tomba au sol, sortit un couteau et égorgea le soldat d'un geste vif et précis. Les soldats eurent tout juste le temps de prendre leurs armes en main que tous les personnages non-joueurs de la taverne entrèrent alors dans la danse. Couteau, batte de baseball, machette, revolver, fusil de chasse, il y en avait pour tous les goûts parmi la quinzaine d'occupants de la taverne. S'ils n'avaient rien de militaire, ils bénéficiaient de l'effet de surprise et d'être en situation de combat rapproché. Non sans peine, la compagnie du sang bleu parvint à s'extraire de la taverne après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu encore 2 des leurs. C'est à ce moment qu'ils coururent se cacher derrière un hangar où étaient stockés quelques stères de bois. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, Ramirez organisa un tir de couverture pour permettre à Ridard de trouver un emplacement adapté à ses talents de tireur. Une fois que ce dernier en eut fini des agresseurs restants, ils retournèrent à la taverne y récupérer leurs affaires. Ils se partagèrent également les affaires de leurs collègues qui avaient été tués. Alors que le dernier membre de l'équipe s'apprêtait à sortir, l'un des assaillants, qui n'était pas totalement mort, dégoupilla une grenade. Celle-ci causa une explosion aussi impressionnante qu'aveuglante, tandis que le souffle projeta les soldats à terre. L'un des débris propulsés par l'explosion vint se loger directement dans la cage thoracique de Marchaud, le tuant sur le coup. Nombre de participants, 12. Section, sang bleu. Adaptation des paramètres de la simulation. Fit la voix reconnaissable de l'IA. Quand ils ouvrirent les yeux, le décor avait changé. Cela n'avait plus rien à voir avec l'entraînement en montagne. À présent, le décor était celui des Badlands, ces paysages rocheux et désertiques du Dakota. Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux, leur donnant un côté encore plus inquiétant. « Soldats au rapport, vous allez bien ?» demanda Ramirez en se relevant. « Bordel de merde !» reprit-il en regardant autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Il n'y a pas que le paysage qui avait changé. Tous les membres de la compagnie du sang bleu étaient présents, au grand complet. « Nous aussi, on est content de vous revoir, mon lieutenant », fit l'un des soldats en souriant. En faisant le point avec ses soldats, Ramirez apprit que ceux-ci avaient bien été renvoyés dans le monde réel. Les blessures subies pendant la simulation avaient toutefois eu un impact sur leur corps, à l'endroit où ils avaient été virtuellement blessés. AVC et autres hématomes internes leur avaient valu un aller simple pour l'hôpital militaire. En revanche, aucun n'expliquait son rechargement dans la simulation. C'était à n'y rien comprendre. Ramirez prit le temps d'écouter chacun de ses subordonnés revenus de sa mort virtuelle. Mis à part Marchaud, pour qui cela n'avait duré qu'un bref instant, tous les autres apportèrent à peu près la même chose. À l'hôpital militaire, le médecin-chef et le commandant étaient venus à leur rencontre afin de prendre des nouvelles. Les derniers, à être virtuellement décédés, avaient voulu mettre leur commandant au courant des dysfonctionnements de la simulation. Malheureusement, ils avaient été rechargés à distance avant qu'il n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. La simulation rendait donc toute sortie impossible. De toute évidence, rien n'empêchait l'IA de changer à nouveau le décor. Et surprise de taille, elle pouvait recharger les participants contre leur gré. Trouver la sortie devenait donc une course contre la montre,
et semblait devoir se faire collectivement. Ridar restait pensif et commençait à réaliser un petit peu ce qui se passait, Mon lieutenant, dit-il. je crois que j'ai compris comment fonctionne la simulation. Je vous écoute, répondit Ramirez. Elle se base sur nos souvenirs collectifs, mais aussi individuels. Je connais cet endroit puisque j'y ai animé un stage de survie voilà quelques années. Et ça ne pourrait pas être une coïncidence ? Demanda Ramirez. Non, mon lieutenant. Reprit Ridar. La taverne, son intérieur, ça ne vous rappelle rien? Durand prit la parole. Mais oui, mon lieutenant, c'est là qu'on a fêté notre affectation au sein du programme. Un autre soldat, un dénommé Morel, ajouta. Et souvenez-vous de qui s'y trouvait. Plusieurs de nos assaillants ressemblaient aux personnes contre qui Marchaud s'est battu quand il était bourré. Bien vu, messieurs, s'exclama Ramirez. C'est finement observé. La bonne nouvelle, c'est que chaque chose étant connue, nous aurons alors à chercher dans nos mémoires pour mieux y faire face. La mauvaise, c'est que nous risquons aussi de devoir affronter des souvenirs personnels qu'on aurait préféré garder pour soi. Ramirez pensait évidemment à Noël dernier, tandis qu'il avait failli mettre fin à ses jours. Il commençait aussi à comprendre qu'il était peut-être responsable du dysfonctionnement de la simulation. Lui et ses gars y étaient piégés, autant qu'il se sentait pris au piège de sa propre vie. Il ne voulait pas démoraliser sa troupe, mais trouver une issue était donc loin d'être gagné. Après avoir regardé la carte, Ridar se rendit compte que seul le décor avait changé. Leur localisation et la sortie n'avaient pas changé de place par rapport à ce qu'il avait pu observer quand il avait consulté la carte à la taverne. Le chemin à suivre était également le même, et cette fois ne semblait pas changer dès qu'on quittait la carte des yeux. La simulation semblait avoir modifié totalement les règles du jeu. C'est alors que Marchaud fut pris d'une peur panique. On est foutu. Si ça se trouve, la simulation souhaite nous faire dépasser la durée maximale. On va finir avec le cerveau grillé. « Reprenez-vous, Marchaud !» s'exclama Ramirez. Marchaud n'entendait plus rien et semblait sombrer dans une crise d'angoisse totalement disproportionnée. Je ne veux pas finir comme ça, mon lieutenant. Je veux rentrer. Répondit-il en pleurant. Allez, calme-toi, Marchaud. Dit Ridar sur un ton compatissant, en tentant de le raisonner. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est qu'une simulation. Un peu raide, certes, mais on en a vu d'autres. Qu'est-ce qui vous prend, Marchaud? Demanda Ramirez. La réaction de Ramirez n'aidait pas Marchaud. Bien au contraire. Son état n'avait rien de normal. Quand Morel commença lui aussi à ressentir de l'inquiétude et à être pris d'angoisse, il eut un réflexe, mettre son masque à gaz. « Les gars, mettez vos masques !» s'exclama Morel. « Cette brume n'a rien de naturel, c'est un gaz psychotrope !» ajouta-t-il. Sans réfléchir, Ridar, Ramirez et tous les autres firent de même. « Marchaud, mettez votre putain de masque !» lui ordonna Ramirez. Je vous l'ai dit, mon lieutenant. Je veux pas avoir le cerveau grillé. Répondit Marchaud en sortant son Glock de son étui. Bordel. Faites pas de conneries, Marchaud. Calmez-vous. Lui intima Ramirez. Je peux pas, mon lieutenant. C'est trop dur. Il m'a dit de le faire. Mais qui ça, il, Marchaud? Lui rétorqua Ridar. Allez, fais pas le con, on va se poser. Ajouta-t-il sur un ton compatissant. Le commandant en chef. C'est lui qui dirige tout ici. Mais ça n'a aucun sens, Marchaud. Ajouta Ramirez. J'espère vous retrouver de l'autre côté, mon lieutenant. Marchaud plaça le canon dans sa bouche. Marchaud! Non! Crièrent les soldats. La suite, dans le labyrinthe de Satan, partie 4.
Merci d'avoir regardé cet épisode. Triple merci, puisque si vous êtes là, c'est qu'aussi vous avez regardé les 2 précédents. Et si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous voulez en savoir plus sur les nouvelles précédentes, celles qui se sont intercalées entre l'épisode 2 et l'épisode 3, et peut-être en savoir un petit peu plus sur ce qui se trame au sein de cet univers virtuel du labyrinthe de Satan, et puis d'avoir peut-être des petits indices. Enfin, je vous ferai part d'une réflexion, et puis je solliciterai votre avis sur cette réflexion, en plus de le solliciter pour la suite du labyrinthe de Satan. Tout d'abord, pour revenir sur ces réfugiés français. J'ai dit ce que j'avais à dire dans cette histoire, donc je ne reviendrai pas dessus, puisque j'ai fait mon commentaire vidéo juste après. Donc cette histoire est une parenthèse sur ce que j'ai produit jusque-là, et voilà, tout simplement, je ne reviendrai pas dessus, sauf si à un moment donné il y a un live Twitch et que des personnes ont des questions à me poser à ce sujet, pourquoi pas, mais voilà, je ne vais pas m'étaler dessus dans ce commentaire vidéo. Je vais tout de suite embrayer sur l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur est une réflexion prospective elle aussi, tout comme ces réfugiés français, mais qui se veut, elle par contre, intégrée à mon univers, puisque ce n'est pas un hors-série, et c'est bien Michael qui est aux commandes de cette histoire, donc mon protagoniste, qui est un de mes personnages récurrents. Et pour l'anecdote, j'explore, alors impossible, un peu dramatique, et je ne le souhaite pas à cette personne. Il s'avère que le personnage d'Ernest Zocchetti n'est ni plus ni moins qu'un avatar d'Éric Zemmour. Donc en fait, mon histoire explorait l'hypothèse que dans un avenir plus éloigné, Éric Zemmour soit donc un de nos anciens présidents de la République. Si bien que je suis un peu coincé niveau timeline, parce que finalement, je vais devoir composer avec une timeline légèrement différente de la nôtre, pour pouvoir faire passer des idées toujours de prospective de choses qui se passent chez nous. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un chat qui vient de grimper sur le bureau. Le personnage de la présidente est elle aussi inspiré d'une personne qui existe réellement. Et je suis convaincu que cette personne sera prochainement, donc d'ici 1, 2 ou 3 mandats, présidente de la République. Ses initiales commencent par A-T et son prénom et son nom ressemblent quelque peu au nom et au prénom de Audreyne Charcot, qui est donc ma version de la présidente de la République. Donc souvenez-vous de ça, et on en reparlera le jour où ça arrivera. Vous pourrez vous dire, putain la vache, le con il l'avait dit. En même temps, je prends pas trop de risques, parce que d'ici 5-10 ans, vous aurez sans doute oublié que j'ai dit ça. Par contre, si ça arrive, je pourrais le ressortir. Bref, parenthèse. Donc cette histoire, voilà, ça s'intègre totalement à mon univers, mais bien qu'il y ait une différence de timeline, ça n'empêchera pas du tout de connecter ça à ce qui nous arrive dans notre monde, à nous. C'était aussi l'occasion de faire revenir l'ami Gustave, comme il était tant attendu par certains, donc vous l'aurez compris, Michael a sauvé les fesses de Gustave, qui du coup maintenant, comme il a une dette envers lui, cherche à la payer en lui rendant service. Et ça va même très loin, puisque il a été à endosser une fausse identité pour rentrer au service de la présidente. Donc voilà. Le mec, il est quand même prêt à prendre des risques pour rembourser ce qu'il estime être une dette. Et le personnage de Michael, bien qu'il éprouve de l'amitié pour Gustave, il faut le dire, est un petit peu manipulateur, même si c'est le protagoniste, et a profité de ce sentiment que Gustave avait d'être redevable envers Michael. Il en a profité légèrement pour arriver à ses fins. Donc c'est une petite chose à savoir sur ce personnage qui... pour parvenir à faire éclater la vérité, a pas peur malheureusement de faire prendre des risques peut-être un peu forts à des gens qui ne les mesurent pas forcément et qui l'entourent. Maintenant, concernant le labyrinthe de Satan, eh bien, vous commencez à voir ce qui se passe, vous commencez à voir l'impact qu'ont eu les souvenirs de Ramirez sur la simulation. Toutefois, Ramirez se trompe sur une chose. La simulation n'est pas bloquée à cause de lui. Elle est bloquée à cause d'autre chose. Quelque chose de très simple,
dont on a les indices dès le premier épisode. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. C'est un truc tout con, mais ils le sauront qu'à la fin. Donc, je vous laisse gamberger avec ça. Concernant maintenant la suite du labyrinthe de Satan, alors est-ce que Marshall est vraiment mort ou pas? Mystère. Vous le saurez dans le prochain épisode. Par contre, ce prochain épisode, eh ben, ça peut être le dernier ou l'avant-dernier, ou pas du tout. Et c'est là où je voudrais votre avis. Est-ce que vous souhaitez que je poursuive ce format long, finalement d'une série en plusieurs épisodes? Comme je l'ai déjà évoqué, j'ai pas mal de matière. Ou au contraire, est-ce que vous préfériez les formats courts, comme ceux que j'ai fait jusque-là, en 1 voire 2 parties, et puis on passe à une autre histoire? Donc je soumets cette idée à vos avis. Je vous invite à m'en faire part en commentaire, s'il vous plaît. Et réflexion additionnelle, alors qui dépasse simplement le labyrinthe de Satan, qui est plus large sur mon travail d'écriture. Dans mon travail d'écriture, il y a 2 choses à ce jour. Il y a ce que je fais au format audio, et il y a ce que je fais à l'écrit. Et puis, je me suis fait la réflexion suivante depuis maintenant un moment, c'est que j'ai quand même écrit pas mal de choses ces quelques derniers mois, pour satisfaire vos oreilles, et en fait, je me dis, ce qui serait cool, c'est que finalement, d'ici la fin d'année, je compile tout ça dans un recueil qui regroupe toutes les nouvelles publiées lors de cette année 2022. Et puis, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui où je me suis fait la réflexion inverse. Le livre que je suis en train d'écrire, que je nomme MB seulement pour le moment, et bien avant de le publier au format papier, je me dis que je ferais bien l'inverse, à savoir le diffuser au format audio. Et là, par contre, étant donné qu'on est sur un livre qui va à l'arrivée faire 100-150 pages, clairement, ça ne sera pas une histoire en 1 ou 2 parties. Hein, voilà. Mais elle arrivera sans doute, si je le fais, ça arrivera sans doute dans le courant ou fin de l'été. Ça m'obligera aussi à avoir une rigueur d'écriture pour vous sortir régulièrement un nouvel épisode, parce que l'histoire est entièrement scénarisée à ce jour, du début à la fin, mais pas entièrement écrite. Voilà. Tout est scénarisé, maintenant il faut que je relie les points. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça nourrira ma réflexion pour la suite. Enfin, pour terminer ce long commentaire vidéo, je vous soumets à vos votes la suite du labyrinthe de Satan. Solution 1, 10 commentaires me disant que vous préférez la solution 1. Solution 2, 10 abonnés. Aujourd'hui vous êtes 35 abonnés, et je vous en remercie. Eh bien il faudrait qu'on soit à 45 pour que ça soit la solution 2 qui l'emporte. Première solution, Marshall n'est pas mort, puisque la simulation ne permet tout simplement pas de prendre de raccourcis. Par ailleurs, je ne ferai pas d'effet flashback. C'est-à-dire qu'à chaque fois, souvent je fais dans mes histoires un petit bond en avant, puis après je rembobine. C'est une petite ficelle d'écriture qui permet de donner du rythme à l'histoire. Mais du coup, ça peut aussi créer de l'attente ou de l'incompréhension quand c'est trop répété. Là, pour éviter de vous laisser trop longtemps dans l'attente concernant le sort de Marshall, la solution 1 serait celle-ci. Donc, on arrive directement avec Marshall qui se relève et les épreuves d'après qui démarrent aussitôt. Ce qui ne veut pas dire que ça a été sans impact sur le corps de Marshall ou sur son mental. Autant vous dire que si. Si le gars il se relève de ça, il va poser des problèmes. Le mec qui va clairement poser des problèmes. Le gars il a bien compris qu'il commence à être un peu attaqué par une force qui semble dépasser nos amis. Solution 2. La solution 2, eh bien, l'antagoniste. Parce qu'il y a un antagoniste dans cette histoire. On a commencé à en entendre parler. Débarque directement avec ses gros sabots dès le début du prochain épisode et leur met la misère de leur vie. C'est pas forcément physique, ça peut être très psychologique.
mais il va leur mettre la misère. Alors, bien sûr, on va se focaliser sur le personnage de Ramirez, puisque du coup, c'est autour de lui que j'ai envie d'explorer ça, mais en se disant bien que ce que va vivre Ramirez, les autres vont probablement le vivre aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici 1 à 2 semaines avec cet épisode 4. Allez, ciao ciao!